Édition du vendredi 7 novembre. Bienvenue au bulletin. Cette semaine, le Comité Logement Ville-Marie organise une mobilisation afin de bonifier l'accès au logement des familles du secteur. L'organisme Kéroul dénonce le fait que Montréal accuse un retard en matière d'accessibilité aux personnes à capacité physique restreinte. Et à Conseil citoyen, nous voyons comment minimiser notre facture hivernale d'électricité. Bienvenue au bulletin, mesdames et messieurs. Ce 22 novembre, il y a un mouvement qui comprend le Comité Logement Ville-Marie qui organise une mobilisation afin de bonifier l'accès au logement des familles du secteur Ville-Marie. Pour nous en parler, on a avec nous Mme Mireille Foisy, qui est organisatrice communautaire au Comité Logement Ville-Marie. Bonjour, Mme Foisy. Bonjour. Pourquoi voulez-vous mobiliser toutes ces familles? Peut-être qu'en entrée de jeu, on pourrait dire que le Comité Logement est un groupe de défense des droits des locataires et qui fait, entre autres, dans son mandat, la promotion du développement du logement social. Sur le territoire de Ville-Marie et dans la partie Sainte-Marie, ici, il y a des écoles primaires qui perdent à chaque année des enfants, c'est-à-dire que le nombre d'enfants est très réduit, donc ils sont un peu en danger, l'école secondaire également. Il y a un ensemble de partenaires communautaires qui avaient établi un besoin de garder, de ramener des familles dans l'arrondissement Ville-Marie et dans le secteur Sainte-Marie qui est à l'est. Et moi, mon poste au comité logement, en tout cas, je peux juste ça fait 3 ans que je travaille là-bas, a été créé pour tenter de mobiliser les familles pour qu'elles puissent s'impliquer à développer du logement social. Est-ce qu'il y a une véritable exode de ces familles présentement? Malheureusement, il y a une étude qui paraît par Habiter Ville-Marie avec un professeur d'université qui confirme que dans le secteur de Sainte-Marie, il y a une baisse importante des familles. Pour quelle raison? C'est pas vraiment, on peut pas le savoir. Hein. Les gens, quand ils déménagent, quand ils partent, ils nous disent il n'y a pas de raisons concrètes qui sont dans les statistiques. Moi, à travers mon contact avec les familles et les groupes familles, ce qu'on se rend compte, c'est que les coûts des loyers sont très chers ici et c'est que c'est très, très difficile de trouver aussi des grands logements qui répondent adéquatement aux besoins des familles. Donc, en tout cas, l'événement du 22 se veut un événement pour permettre justement aux familles, mais ce n'est pas c'est pas le dernier, ça fait partie d'un ensemble de mesures et de projets pour permettre aux familles de pouvoir visiter des sites. Parce que pendant cette journée-là, les gens vont pouvoir aller voir des terrains. Ça a peut-être l'air banal en soi, parce qu'on dit un terrain, et par la suite, pouvoir dire qu'est-ce qu'on peut faire sur ce terrain-là, parce que ça fait partie de toute la démarche pour pouvoir avoir du logement, quoi qu'il en est, parce qu'il faut partir d'un lieu, puis c'est la base. Puis c'est vraiment le terrain, une difficulté d'accès ici dans l'arrondissement. Est-ce qu'on parle d'une pénurie de logements? Oui, ça c'est clairement, oui. Pour les familles, de grands logements pour les familles, il y a une pénurie au niveau des 3 chambres à coucher, sur l'île de Montréal au complet. Tout à fait. Ce serait le problème majeur. Oui, c'est ça. Pour loger une famille minimale. C'est que dès qu'on parle d'un 4,5, c'est considéré un appartement familial, mais on s'entend que 4,5, c'est quand même pour une famille à petit volume. Qu'est-ce que vous et tous les regroupements là, qui portent cette action, qu'est-ce que vous dites devant le phénomène des condos? On peut parler également de l'embourgeoisement de certains quartiers, de certains secteurs. Comment vous réagissez à ça? C'est certain que pour nous, comme groupe de défense de droits des locataires, donc des gens qui ne sont pas propriétaires, l'impact est très négatif parce que ça donne une valeur ajoutée à tous les terrains. Donc, les propriétaires ont tendance à vouloir augmenter les tarifs, à tenter même de chasser un peu légalement les locataires. Donc, nous, ce qu'on dit vraiment, c'est qu'on se retourne vers l'arrondissement et la Ville de Montréal, qui sont des élus locaux. Mais il n'y a pas un pourcentage quand on construit un condo, normalement, un pourcentage que je n'ai pas précisément, c'est ça, là, mais c'est réservé aux logements sociaux. À Montréal, il y a une stratégie d'inclusion qui devrait avoir 15 % de logements sociaux de construits lorsqu'il y a 200 unités
qui sont construites en habitation de toute forme, qui seraient considérées pour logement social, mais ici, dans l'arrondissement Ville-Marie, comme c'est une stratégie, ça n'a pas été appliqué de fait. Donc ça, c'est une problématique que nous, on vit dans l'arrondissement et on voit qu'ailleurs, ça a été appliqué, ça a permis d'avoir des logements sociaux. Ce que vous nous dites présentement, les autorités le savent déjà. Je parle des autorités municipales, des différents paliers de gouvernement qui pourraient vous épauler dans cette démarche. Qu'est-ce qu'ils disent, eux autres? Bien, c'est certain que actuellement, le changement de garde, parce qu'il y a eu des élections municipales, donc le maire de Montréal, qui est le maire d'arrondissement, ici, c'est ce qui est un peu bizarre dans l'arrondissement Ville-Marie, c'est le maire de Montréal est le maire d'arrondissement, donc les gens ne votent pas pour lui en tant que maire d'arrondissement, tient le discours qu'il veut maintenir les familles, les inclure et qu'il est pour le logement social. Mais dans les faits, ça donne quoi? Ça, c'est encore à voir. Il a donné son appui à une coalition qui a été formée. Et actuellement, il y a entre autres des enjeux, par exemple, des sites des grands hôpitaux qui sont excédentaires. Et c'est de voir jusqu'où, par exemple, la ville sera prête à porter. Donc, concrètement, il y a pas d'action. Oui, mais cette problématique n'est pas arrivée avec le Mercadaire. Non, ça fait longtemps. Tout à fait. Ça fait très, très longtemps. Mais on peut dire que l'ancienne administration municipale ne niait pas la problématique, mais en disant il faut amener de la richesse. Il faut amener de la richesse. On veut un centre-ville vivant parce qu'on est quand même au centre-ville, mais en n'ayant pas une grande priorité pour les gens qui habitent déjà l'endroit. Donc, c'est ce qui cause vraiment une difficulté. Et il faut dire aussi que le logement social est souvent méconnu. Il y a plusieurs préjugés associés à ça. Et à ce sujet-là, nous, comme groupe, on offre des formations pour permettre, entre autres, aux gens de mieux comprendre les diverses formes de logement social. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, en tout cas, ils peuvent nous contacter là, pour... Madame Foisy, je représente tous les paliers gouvernementaux possibles, imaginables, et vous avez des revendications. Dites-les-moi ces revendications. Bien, clairement, c'est d'inclure vraiment un peu partout, dans tout développement possible, un pourcentage de logements sociaux. Ce que ça permet à des personnes qui sont plus démunies d'avoir accès à un appartement salubre, ce qui est super important, et puis de payer un coût décent d'appartement, parce qu'il faut comprendre que les logements sociaux sont des appartements où il y a un contrôle sur le prix du loyer, ce qui ne se fait pas dans le privé ou beaucoup moins. Avez-vous une petite idée des loyers sont rendus à combien à peu près dans Ville-Marie, là, en moyenne? Bien, c'est que ça va avec les grandeurs de logements, mais on a une statistique que ça a augmenté, je crois, là, de mémoire, parce qu'on donne une formation sur le logement social, d'environ 14 en 7 ans. Et on se dit, si les personnes n'ont pas augmenté leurs revenus pendant ces années-là de 14 les gens vont donc s'appauvrir. Mais les moyennes, le danger avec les moyennes, c'est que ça prend pas compte de chaque situation. Et nous, comme groupe local qui rencontrons les locataires, souvent, on voit les situations qui sont peut-être les pires. Quelques secondes, Madame Foisy, pour peut-être redire aux auditeurs. Parfait. Quand ça va se dérouler, qu'est-ce qui va se dérouler, avec qui ça va se dérouler. Donc, vraiment, on invite vraiment tous les citoyens, qu'ils soient de l'arrondissement ou non, qui ont l'intérêt à habiter l'arrondissement, à se présenter à Habitons Sainte-Marie en famille, qui a lieu samedi le 22 novembre à l'école Champlain, qui est située au 2260 sur la rue Logan, au coin de la rue Follum. C'est avec le métro Papineau-Frontenac qu'on peut s'y rendre. Les gens sont bienvenus à partir de 8h30. L'activité se termine à 15h30. Et je vous dirais que si ils veulent s'inscrire, ils pourraient nous contacter, on pourrait leur donner tous les détails. Je vais vous laisser notre numéro général que je ne connais pas par cœur. Oui. Donc, au comité logement Ville-Marie, pour nous rejoindre, c'est au 514-521-5992. Madame Mireille Foisy, vous êtes organisatrice communautaire au comité logement Ville-Marie. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Voici maintenant notre revue de presse des journaux de quartier.
Dans Flambeau-Mercier-Anjou, Simon Bousquet-Richard rapporte que les élus locaux s'opposent à ce que le prix des billets pour monter dans le train de l'Est soit aussi élevé pour les résidents de l'Est de l'autoroute 25 que pour ceux provenant de Longueuil et Brossard. Selon les plans de l'Agence métropolitaine de transport, les passagers qui monteront à bord du train de l'Est à Rivière-des-Prairies, à Pointe-aux-Trembles et à Anjou devront débourser 125 $ pour leur carte mensuelle, soit près d'une fois et demie le montant que paieront les résidents d'Annecy. Dans le Progrès Villeray, l'école Saint-Gérard sera officiellement démolie cet hiver. L'appel d'offres est en cours et le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de Montréal devrait entériner le résultat de celui-ci pour un début des travaux en décembre. L'école primaire est aux prises avec de graves problèmes de moisissure. Ces activités ont été transférées à l'école Georges Vanier depuis 2 ans, écrit Catherine Bouchard. Dans le journal de Rosemont-la-Petite-Patrie, on apprend qu'un montant de 400 000 $ sera investi pour la réfection de 4 parcs canins de Rosemont-la-Petite-Patrie. Des travaux de réaménagement ont débuté au parc Lafont, suivront ensuite les parcs Pélican, Beaubien et Père Marquette. Les chiens pourront profiter de ces espaces dès la mi-décembre. C'est un article de Stéphanie Monet. Dans Nouvelle-Hochelaga-Maisonneuve, il est question de cette quarantaine de nouveaux dodanes et de saillies de trottoirs qui ont été réalisés en 2013-2014 sur le territoire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Le journaliste Steve Caron nous dit que la mise en place de ces mesures d'apaisement porte ses fruits, alors qu'on note une baisse de près de 45 % des accidents impliquant des piétons. À la une du Messager Verdun, Pierre Lucie écrit que les centres locaux de développement sont dans la mire des compressions budgétaires du gouvernement Couillard. La réorganisation des services d'aide à la création d'entreprises, un mandat exercé par les centres locaux, pourrait bien se retrouver sous la responsabilité des municipalités. Dans l'Express d'Outremont, on écrit que le théâtre Outremont était sur le point de fermer ses portes en raison de difficultés financières, mais que la Ville de Montréal vient de sauver les meubles en octroyant un financement municipal de 540 000 $. Le maire de Montréal promet également de nouveaux investissements pour le théâtre. C'est un article de Marie-Pierre Gagné. On en est maintenant à notre segment Actualité municipale et on reçoit, comme à chaque semaine, Nicolas Godin, éditeur du journal d'actualité en format numérique Horizon Week-end. Nicolas, bienvenue. Bonjour André. Cette semaine, Nicolas, vous nous parlez de Montréal qui a déposé son programme triennal d'immobilisation pour 2015-2017. Exactement, ça suit le programme précédent qui était à 2014-2016, mais là, c'était renouvelé. Déposé par Denis Coderre conjointement avec Pierre Desrochers, le président du comité exécutif. Qu'est-ce qui en ressort? Quels sont les principaux points? Cette année, là, pour le résumer, augmentation de 20 % de la valeur du PTI qui va s'établir. Du PTI? Programme triennal d'immobilisation. D'accord. Il faut qu'on y aille avec avec les petites... Donc, oui, 4,5 milliards de dollars sur les 3 prochaines années, répartis assez également, 1,5 milliard chaque année, à quelques centaines de millions près, des petites babioles près. 75 % ça va être de l'entretien d'actifs, 25 % de nouvelles infrastructures. Donc, on est vraiment plus dans la maintenance en ces temps-ci à Montréal, plutôt que dans la création de nouvelles dans l'entretien de ce qui existe déjà. C'est ça. Hein. On a noté que dans le programme montréalais d'immobilisation, la valeur de remplacement des actifs de la ville aussi. Oui, exactement. On a noté, ça va être sur les 4,5 milliards, il va y avoir au moins 1 milliard qui va être consacré pour les infrastructures d'eau, que ce soit les aqueducs, les égouts, épuration des eaux usées. Ça va être, je dirais, le point le plus important et je pense que Montréal en a besoin de faire... ces entretiens-là. Il va y avoir 700 millions de dollars pour la réfection routière. Et parmi ça, les points les plus importants, ça va être le réaménagement de l'autoroute Bonaventure. Il va y avoir le service d'autobus rapide sur P9 et notamment aussi la réfection de l'avenue Papineau. On note aussi 300 millions pour le legs du 375e anniversaire de Montréal, qui va être différentes infrastructures. On parle de gros sous, là. Qui va financer tout ça? Le financement va se faire par...
on va augmenter ce qu'on appelle les paiements comptants de la ville, c'est-à-dire l'utilisation des taxes de l'eau ou de la voirie, donc pour essayer d'amoindrir les effets sur la dette, mais il va y avoir une accélération de la dette de Montréal. Il va y avoir une augmentation des emprunts additionnels, notamment reliés au fait qu'on veut faire plus de travaux, on veut que le taux de complétion des travaux soit plus élevé que ce qu'il était avant, parce que ça avait beaucoup diminué. On sait, avec l'administration Tremblay, il y a eu, on dirait, une pause dans tout ce qui se faisait dans les travaux. Donc, Denis Coderre a décidé qu'il fallait repartir tout ça, mais tout ça, ça va coûter cher. Ça va causer une augmentation de la dette de Montréal. Évidemment, les gens vont vous dire « Ah, mais c'est pas grave, c'est la dette nette, la dette brute qui augmente, la dette nette, c'est beaucoup amoindri, les transferts de paiement. » Mais je dis au final, que la dette soit brute ou qu'elle soit nette, ça demeure une dette. C'est la même poche qui va payer, puis on sait où va se situer cette poche-là. Il y a un monsieur qui s'appelle Luc Ferrandez, qui est maintenant le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville. Qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Il a fait une remarque quand même assez judicieuse. Il a dénoncé le manque de soins par rapport au transport en commun. On ne voit pas effectivement beaucoup d'emphase sur le transport en commun dans ce PTI-là. On parle beaucoup de réfection de route, réfection de l'eau, mais c'est vraiment un point sur lequel il faudrait s'attaquer parce que Montréal, c'est une ville qui devient de plus en plus embourbée dans la circulation. Donc, ça lui prend un plan... C'est mon opinion, mais je crois que c'est une remarque judicieuse qu'il faut s'attaquer à ça. Pour en revenir à Luc Ferrandez, oui. Est-ce qu'il y voit des points positifs aussi? Je crois qu'en général, le PTI est quand même bien accepté. Je crois qu'à peu près tous les acteurs disent que c'est important d'investir. Beaucoup de gens dans l'opposition, notamment le maire du Sud-Ouest, qui disait même qu'il va falloir en faire plus que ça, plus d'infrastructures, plus de travaux sur les infrastructures. Donc, je pense que tout le monde, on va pas regretter l'époque précédente, mais je crois qu'il n'y a rien de parfait, évidemment. Il nous reste à peu près 1 minute et demie. Ça passe vite. Ça passe vite, en bonne compagnie. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Dans les prochains dossiers sur lesquels je vais m'attarder, il va y avoir les élections scolaires. On sait que le taux de participation aux élections scolaires était assez bas. Par contre, point qu'on vient de me souligner, ça a augmenté à Montréal, le taux de participation. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Évidemment, le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, s'est pas vraiment prononcé beaucoup là-dessus. Mettre sa menace à exécution, ça reste ça va être quelque chose auquel je vais me pencher. Il y a aussi, parlant coupure, continuons là-dedans, les Soyons CLD. austères. C'est le mot de l'année, on dirait austérité, coupure. Coupure dans les CLD probablement à venir, et peut-être même dans les conseils régionaux des élus. Donc, ça aussi, ça va être à surveiller. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Le gouvernement provincial n'a pas vraiment, s'est pas aventuré tellement. Merci beaucoup de vos informations de cette semaine, mon cher ami Nicolas Godin. Il est éditeur du journal d'actualité en format numérique Horizon Week-end. Le 9 novembre 1967, le cardinal Paul-Émile Léger démissionnait de son poste pour retourner au missionnariat auprès des lépreux. Nommé archevêque de Montréal en 1950, il a dirigé les destinées de l'archidiocèse durant 17 ans. Il a consacré sa vie à aider ses semblables. L'Institut cardinal Léger pour la santé a vu le jour en 1962 lors d'une mission au Cameroun. Son objectif étant de promouvoir la santé et de lutter contre les maladies endémiques. L'œuvre Léger a célébré son 60e anniversaire en 2008. À cette occasion, la Fondation Jules et Paul-Émile Léger et les œuvres qu'elle chapeaute ont décidé d'unifier leurs noms. L'œuvre Léger est présente en Afrique, en Asie, en Amérique latine, ainsi que dans toutes les régions du Québec. Elle a distribué plus de 228 millions de dollars et a aidé plus de 29 millions de personnes. Après la pause, nous parlons de l'organisme Kéroul et également des coups de théâtre, le Festival international des arts jeunes publics.
On est de retour de la pause et je veux vous dire que depuis 1979, il y a l'organisme Kéroul qui travaille à améliorer l'accessibilité du tourisme et également de la culture aux personnes à capacité physique restreinte. Et pour nous parler de Kéroul, justement, nous avons Madame Isabelle Ducharme, qui est la présidente du conseil d'administration. Madame Ducharme, bienvenue. Merci. Il n'y a pas si longtemps, Madame Ducharme, vous disiez à peu près à tous les médias que Montréal accuse présentement un retard en matière d'accessibilité. Que vouliez-vous dire? En fait, Kéroul, comme vous le disiez, travaille depuis 35 ans au développement de l'accessibilité touristique. Donc, on s'attendrait à avoir une bonne accessibilité. On le fait pour l'ensemble du Québec, donc ça inclut Montréal. Monsieur Leclerc, qui en est le fondateur de l'organisme Kéroul, est lui-même une personne qui se déplace avec un fauteuil roulant. Donc, on est à même de vivre le quotidien de l'accessibilité et ou de l'inaccessibilité. Ici, à Montréal, il y a un vœu, il y a une volonté, comme dans l'ensemble du Québec, pour beaucoup de se rendre accessible, mais ça bouge très lentement. Ne serait-ce que je ne peux pas prendre le métro. Il y a 7 stations que je peux prendre si on inclut Montréal et Laval. Donc, je peux aller d'un point A à un point Y, mais entre les deux, c'est complexe. Ce qui, pour moi, est un peu déplorable puisque je peux le faire dans d'autres pays. Donc, en tant que touriste, je suis souvent mieux servie que je peux l'être ici à Montréal. Qui peut-on définir comme personne à capacité physique restreinte? Il n'y a pas que les personnes qui sont en fauteuil roulant. Là. Non. Dans les statistiques qu'on utilise, ça comprend des personnes qui peuvent être avec une déficience motrice, une déficience visuelle, déficience auditive, intellectuelle. Ça inclut les gens qui sont en perte d'autonomie. Donc, c'est des gens, souvent quand on dit déficience motrice, les gens imaginent la personne en fauteuil roulant. Mais ça inclut aussi la personne qui va avoir une canne, qui va avoir un déambulateur, la personne qui a des problèmes d'arthrite aiguë. Donc, c'est très, très vaste. Là. On parle quand même de 15 de la population. On nous dit que dans le monde, ça veut dire environ 1 milliard. Donc, c'est une population qui est très présente et qui est vouée à grandir parce qu'avec le vieillissement de la population, on s'attend à ce que ça devienne un 20 à 24 dans les 10 prochaines années de la population qui vivent avec une limitation ou une autre. Veut pas, on vieillit, on risque d'avoir besoin d'aide à la mobilité et ou des problèmes d'ouïe et de vision, et etc. Vous parlez beaucoup de tourisme accessible, en fait. Hein? Oui. C'est le dossier que vous défendez oui. en priorité, je pense. Oui. Comparons-nous un peu. Si on compare Montréal à d'autres grandes villes canadiennes, est-ce qu'on est mieux, un peu moins, un peu plus en retard? Je vous dirais qu'on est dans la moyenne. Si on regarde les grandes villes qu'on entend habituellement parler comme Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal, peut-être on peut inclure Halifax là-dedans, Montréal est dans la moyenne. L'Ontario s'est doté d'une loi beaucoup plus sévère pour rendre la province plus accessible. Donc, j'imagine qu'ils vont avoir rapidement un pas d'avance sur nous par rapport à ça. Ben, vous parliez de cette loi un peu plus restreignante. Oui. Il n'y en a pas au Québec de ça? En fait, au Québec, on a des normes, on a le Code du bâtiment, on a toutes sortes d'outils qui peuvent nous aider, mais pas vraiment de réprimande si on ne le fait pas. Donc, c'est là où c'est plus difficile. Quand on va aux États-Unis avec le American with Disabilities Act, à ce moment-là, on se retrouve avec une loi qui a du mordant et qui offre des sanctions à quiconque ne répond pas à cette loi-là. C'est ce qu'on n'a pas ici. Pour l'instant, on va avoir une petite tape sur les doigts si on n'a pas répondu exactement à la norme, mais on n'a pas vraiment de grandes réprimandes. Donc, ça fait qu'il y a des endroits qui se bâtissent
et qui sont éventuellement visités peut-être par un inspecteur après avoir été bâtis. Mais là, il est trop tard. Le mur de béton, on peut pas le tasser. L'espace restreint, il va demeurer restreint. On n'aura pas de recours. On peut pas tasser un mur d'édifice au complet là, parce qu'on n'a pas répondu aux normes. Est-ce que vous sentez le désir des décideurs de changer les choses? Comme je vous disais, il y a une volonté. On le voit par des propositions de changement de lois, de règlements, de normes, etc. Mais encore une fois, la dernière fois où il y a eu une proposition à l'Hôtel de Ville pour une loi sur l'accessibilité universelle, elle a été reportée pour toutes sortes de raisons. Donc, on a encore un décalage sur le moment où ça va arriver. Donc, je ne crois pas que c'est une mauvaise volonté ou que... Je pense simplement qu'on réalise pas nécessairement l'impact de ce que ça peut avoir de se rendre accessible. Il y a d'abord, pour l'ensemble de la population, quand on se rend accessible, c'est pas seulement pour la personne en fauteuil roulant, c'est pour la maman qui a une poussette, c'est pour la personne qui s'est cassé une jambe et qui va être en béquille pendant quelques semaines. C'est vraiment pour plus large que juste l'image qu'on a de la personne en fauteuil roulant. Et c'est aussi lucratif. Les gens, on l'a prouvé par plusieurs études que Kéro l'a fait et qui ont été faites à l'international. Quand on compare ces études-là sur les attitudes des gens qui sont à mobilité réduite, on retrouve toujours les mêmes chiffres. C'est 15 % de la population, 80 % d'entre eux se disent qu'ils ont la volonté et la capacité de se déplacer et de voyager, de faire du tourisme chez eux et ailleurs. Et souvent, on se déplace pour plus longtemps parce que, justement, ça demande plus de planification et on dépense plus parce qu'on voyage rarement seul, alors que la moyenne des gens aujourd'hui sont très individualistes. Je veux aller là, je vais y aller, peu importe que je sois seul ou pas. Mais là, vous me parlez d'une clientèle, excusez l'expression, payante pour le milieu touristique. Est-ce qu'ils font de gros efforts, eux aussi, pour vous accommoder un peu plus? C'est comme dans tous les domaines. Il y en a qui vont être au-delà. Il y en a qui vont être au-delà des attentes. Okay. Il y en a qui viennent nous voir, qui disent « Moi, je veux me rendre accessible. Qu'est-ce que je peux faire? » Et il y en a d'autres qui vont plus nous répondre « Oui, mais est-ce que je vais vraiment avoir plus de personnes chez moi si je me rends accessible? » Le temps avance et très vite à part ça, Madame Ducharme. Juste un petit mot, parce que vous êtes reconnue à l'international également. Oui. Vous avez été l'hôte du sommet mondial Destination pour tous, qui se voulait un peu un électrochoc dans son ensemble. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont venus. Qu'en est-il ressorti en 15 secondes? Je vous dirais que effectivement, ça a été intéressant d'avoir 30 pays, des gens de l'Organisation mondiale du tourisme et de l'ONU, donc des gens qui ont du pouvoir et qui ont des pouvoirs de décision, qui sont venus débattre de qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on ait un langage qui est reconnu à l'international. Quand on parle d'accessibilité à Montréal ou ailleurs, qu'on veut dire la même chose. Pour 2015, quel est votre plus grand souhait? Quelle bonne question. Pour 2015, c'est très, très rapide. Hein? Moi, je vous dirais que déjà que les gens aient commencé des actions par rapport à ce qu'on a discuté au sommet, ce serait déjà beaucoup. Qu'on arrête de juste en parler, mais qu'on agisse. Madame Isabelle Ducharme, merci beaucoup. Les Coups de théâtre, le Festival international des arts jeunes publics sera de retour pour une 13e édition du 16 au 23 novembre. Et pour nous en parler en long, pour nous en parler en large également, on reçoit M. Rémi Boucher, qui est le fondateur de l'événement, également directeur artistique. Bonjour, M. Boucher. Bonjour. Merci de votre présence. Je sens que vous avez énormément de choses à dire. Hey, d'abord, c'est un créneau particulier. Vous touchez vraiment aux jeunes. De quel âge à quel âge? Je dirais en gros de 4 ans à 16-17 ans, parce qu'on a aussi beaucoup de spectacles, surtout cette année, des spectacles qui s'adressent aux ados. Donc, on parle de 12 à 16 ans. Mais c'est un festival ouvert à tout le monde. C'est un festival ouvert aux parents,
On invite donc les parents à venir avec les jeunes. Et il y en a pour, oui, encore là, il y en a pour tout le monde, au sens où les gens qui aiment la musique, les gens qui aiment le théâtre, la danse, on offre donc 16 productions d'un peu partout dans le monde, dont la moitié vient du Québec, et ces spectacles-là sont offerts à tout le monde. On va revenir à cette programmation. Oui. On a quand même un peu de temps devant nous. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à aller, parce que ça remonte à 1990. Là. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à offrir des spectacles dans ce créneau d'âge? Oui, ben c'est que, voyez-vous, au Québec, on a, je ne sais pas comment l'expliquer autrement que de dire qu'il y a un terreau ici au Québec, mais vraiment très intéressant, de créateurs pour les jeunes. Qu'on se souvienne de nos émissions d'enfance, bon, il y a, on a développé ça, Rock de Mers avec le cinéma, et bon, et il y a beaucoup de compagnies de théâtre et de danse aussi qui offrent des créations pour ces jeunes-là. Et en fondant le festival, on s'assurait à ce moment-là que beaucoup de programmateurs étrangers viendraient voir sur 2 semaines une programmation originale de nos créateurs et que donc, ils pourraient s'exporter. Ils pourraient aller jouer ailleurs dans le monde. Et c'est ce qui se produit. Vous avez bien vu de ce côté-là. C'est-à-dire, oui, on voulait installer une circulation à l'international. Ça a pris combien de temps avant d'imposer les coups de théâtre? Je dirais pas que ça a été long parce que les spectacles sont vraiment très intéressants, mais c'est comme n'importe quoi. On construit au fur et à mesure des éditions. On constate qu'il y a de plus en plus de public. On constate qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent aussi. Et donc, et que ça a des répercussions économiques sur nos compagnies. Et donc, je dirais que on en est à notre 13e édition. Et franchement, c'est presque tous les spectacles sont presque tous complets maintenant. M. Boucher, vous disiez tout à l'heure qu'il va y avoir 17 spectacles de 16 compagnies de plusieurs endroits, du Canada, de l'Acadie, de la France, de l'Espagne, des Pays-Bas, de la Belgique, du Mexique. Oui. Et il y a certains de ces spectacles qui seront présentés en première mondiale. Absolument. Tous les spectacles québécois sont des nouveaux spectacles. C'est des spectacles qu'on va lancer, donc c'est des créations. Et tous ces spectacles sont en première mondiale. Les compagnies étrangères qui vont accompagner, si on veut, cette présentation-là, elles, sauf une, ce sont des spectacles déjà en tournée. Mm-hmm. Mais les spectacles québécois, on les lance. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un globe-trotter? Parce Oui. que pour regrouper autant de participants d'ailleurs qu'au Québec ou du Canada, il faut aller les découvrir, ces gens-là. Oui. Ben effectivement, c'est une des raisons pour laquelle c'est une biennale, donc c'est un festival qui arrive aux 2 ans, parce que effectivement, je voyage beaucoup, ça me prend beaucoup de temps pour trouver les spectacles. Il faut aussi faire des négociations avec les gouvernements étrangers parce qu'on demande aux gouvernements étrangers d'investir dans les frais de transport internationaux, comme quand nos compagnies du Québec voyagent à l'étranger. Oui. Que les frais soient au moins... Exactement. Donc, et ça, c'est toujours plus long parce qu'il y a moins d'argent en culture, un peu partout, pas juste ici. En Europe, je dirais que c'est vraiment ça devient problématique. Mais cette année, tous les gouvernements étrangers ont accepté de payer les frais de transport. Oui, et vous semblez fiers de ça. Oui, parce que c'est assez rare. Il a fallu négocier serré. Absolument, Okay. Mais je pense aussi que ça prend en compte l'importance qu'est devenu les coups de théâtre pour toutes ces compagnies-là. Quels sont vos critères de sélection pour dire ce spectacle-là, il est l'année prochaine, on l'a avec nous autres. Ben moi, je viens du théâtre. Je connais le théâtre. Je connais la danse aussi. Mais il
Il n'y a pas vraiment de critères autrement que de dire... Le coup de cœur, peut-être? Oui, absolument. Il faut avoir un coup de cœur parce que c'est compliqué après, parce qu'il faut rencontrer les gouvernements, il faut tout faire, et il faut que les décors voyagent en avion, Donc, il faut vraiment aimer le spectacle. Je suis pas gentil parce que je vous lance sur une piste et là, je vais vous dire qu'il nous reste moins de 2 minutes. OK. Et j'aimerais que vous nous parliez là de la programmation de cette 13e édition. Alors, il y a des spectacles, comme je le disais tout à l'heure, pour les 4 ans et plus. Il y a des spectacles de danse, il y a des spectacles de marionnettes, il y a des spectacles de théâtre, de musique. Et je dirais aux gens, finalement, le plus simple, c'est d'aller sur notre site Internet. C'est Coup de théâtre, coup avec un S. Oui. Coudethéâtre.com. Absolument. Ou simplement dans votre moteur de recherche. Absolument. Coup de théâtre, vous arrivez directement. Voilà. Et là, vous avez toute la programmation, vous avez les âges, vous avez également des résumés des spectacles, vous avez souvent des vidéos des spectacles, des extraits. Est-ce qu'il y a plusieurs lieux? Il y a plusieurs lieux. C'est à l'usine C, c'est dans certaines maisons de la culture, entre autres. Et tout est sur notre site Internet et donc les gens vont s'y retrouver très facilement. Il nous reste à peine quelques secondes et rappeler que ces coups de théâtre, c'est la 13e édition. Absolument. C'est du 16 au 23 novembre, avant que M. Boucher reparte en voyage pour la 14e édition. C'est ça. 17 spectacles, 16 compagnies d'un peu partout à travers le monde. Ouais. Monsieur Rémi Boucher, fondateur de l'événement, directeur artistique. Merci beaucoup et bon succès surtout. C'est moi qui vous remercie. On en est maintenant à notre segment des gens de cœur et on va parler aujourd'hui de bénévolat. On en a tout un d'ailleurs. Hein? Je vous présente un homme qui compte pas son temps ni son énergie pour rendre service à sa communauté. Conrad Richard, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Richard, vous êtes bénévole depuis combien de temps? Oh, peut-être une douzaine d'années. Oui, une douzaine d'années. Le bénévolat, ça s'articule de bien des façons. Vous en faites, vous, en raccompagnant des gens. C'est ça. En fait, j'accompagne des gens en automobile pour les conduire à l'hôpital ou chez le médecin ou pour d'autres besoins concernant, par exemple, aller dans les banques alimentaires et ainsi de suite. Alors, depuis combien de temps? Pardon? Depuis combien de temps? Ben, tout ça, je dirais, ça fait à peu près une douzaine d'années. Une douzaine d'années, là, tout compris. Oui. Comment vous est venue l'idée? Bien, c'est simple, c'est que je suis un retraité. J'ai terminé mon emploi. J'avais mon fonds de pension qui me permettait de vivre correctement. Alors, comme j'étais habitué de travailler un peu comme tout le monde, beaucoup d'heures dans une journée pour faire gagner notre vie, ben, les réflexes m'ont amené à me tenir occupé. Et je me suis acheté une automobile, puis là, je me promenais, j'aimais bien ça. Je me suis dit peut-être qu'elle pourrait être utilisée aussi. Alors voilà. Là, j'ai appelé des endroits où on cherchait, j'ai entendu parler de petites annonces dans les paroisses, ainsi de suite. Et puis, on demandait des chauffeurs. Alors, je dis, tiens, je vais aller faire un tour. Et puis, alors, j'ai commencé de cette façon-là, tout simplement. Vous œuvrez aussi auprès de deux organismes bien distincts. Hein? Oui. D'abord, vous êtes à Accès bénévolat de l'Est de Montréal. Oui. C'est là que vous faites vos accompagnements dans les centres hospitaliers ou que vous accompagnez les gens. Oui, c'est ça. OK. C'est ça. Et vous œuvrez également à la Maison Plein Cœur. Expliquez-nous. Bien, puis la Maison Plein Cœur, c'est un organisme qui a été fondé de façon assez, je dirais rapidement, urgente, lorsqu'est apparue la crise du sida. Et cet organisme-là, qui était purement composé de gens qui étaient prêts à supporter les gens qui mouraient du sida. Parce que quand le sida est apparu, les gens mouraient comme des mouches. Hein? Alors, la maison commençait à donner des services aux gens
qui se retrouvaient esselés. Parce qu'il y a des gens qui, évidemment, n'osaient pas le dire à leurs parents. Ça arrivait surtout chez les jeunes hommes. Alors donc, ils avaient besoin d'avoir du support. Il y a des communautés religieuses qui se sont impliquées là-dedans. Puis il y a eu des gens qui ont été des fondateurs, et dont un prêtre, et puis un ex-militaire, et puis un autre monsieur dont je connais pas tellement son origine. Et ils ont fondé cette maison-là, et c'est devenu un centre familial. Alors, ils ont donné toutes sortes de services. Des services de récréation, des services d'écoute. Oui. Des services médicaux dans le sens qu'on peut les envoyer à l'hôpital, les conduire là-bas et ainsi de suite. On offre des massages aussi. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir parce que d'une part, vous faites du bénévolat en conduisant les gens. Oui. Et d'autre part, vous en faites un autre bénévolat, mais en soulageant en quelque sorte les gens. Là. Oui, c'est ça. C'est que on s'est aperçu qu'il y a des gens que ça les relaxait beaucoup d'avoir des massages. Oui. Alors, il y a des bénévolats qui ont été employés en acceptant de prendre un cours de 3 fins de semaine, environ 72 heures et plus. Ce que vous avez fait? Oui. Et puis là, moi, pendant environ 5 ans, je donnais environ 2 massages par semaine. Il y a beaucoup de professionnels dans le massage et d'autres bénévoles qui se tiennent à la maison plein cœur et qui, à tour de rôle, donnent des massages régulièrement aux gens qui portent le VIH. Et c'est très populaire, surtout que quand on sait ce que ça coûte pour l'individu que d'avoir un massage. Alors là-bas, c'est offert gratuitement. La maison plein cœur est subventionnée par des communautés religieuses, par de la charité privée. Je crois qu'il y a une banque impliquée. Je crois aussi qu'il y a même des organismes dans des compagnies pharmaceutiques, évidemment, qui font une charité de ce côté-là aussi. Ça veut dire que vous êtes, Monsieur Richard, un gars ouvert, parce que là, vous vous en alliez sur un tout autre terrain. Il a fallu que vous appreniez à masser. Oui. Donc, vous êtes prêt, vous, à apprendre, à évoluer selon les besoins, au jour le jour. Oui, dépendant oui, c'est sûr. Évidemment, il y a toute une curiosité là-dedans. Moi, je vois dans ça aussi, dans ce que je fais, un épanouissement personnel. Oui. Il n'y a pas seulement une question de donner, on reçoit aussi, on reçoit beaucoup. Par exemple, le fait de savoir que quelqu'un, si on ne le transporte pas, il n'ira pas voir son médecin. Parce qu'il n'y a pas de moyen. Quand vous revenez chez vous le soir, là, vous devez dire mission accomplie. C'est sûr je suis content de moi, c'est sûr. Ça fait une journée agréable. Il nous reste quelques secondes, M. Richard. Que diriez-vous aux gens qui hésitent peut-être à donner de leur temps comme bénévoles? Qui veulent, mais qui hésitent? Oui, je crois qu'il ne faut pas être gêné là-dessus. Si la personne a le goût d'utiliser son temps pour faire quelque chose en aide aux êtres humains, c'est toujours enrichissant. Gratifiant. C'est toujours enrichissant. Je pense qu'il se développe des amitiés. On découvre aussi à quel point, et moi, c'est ce qui me rend heureux, c'est que on a tous des bobos dans la vie, mais je constate qu'il y en a qui en ont pas mal plus que moi. Et puis déjà ça, là, ça me donne je me dis, avant de lâcher, je vais quand même marcher un peu plus fort, là, avant de, moi, abandonner la vie, quoi. Monsieur Conrad Richard, vous êtes un bel exemple pour notre société. Je vous remercie d'être venu faire un tour à l'émission Le Bulletin. C'est comme ça. Je vous remercie beaucoup. Après la pause, le segment Conseil citoyen. On est de retour de la pause et ici on parle de consommation d'électricité parce qu'on est à notre segment Conseil citoyen. Consommation d'électricité pendant la saison froide égale souvent facture salée. Et on a avec nous M. Sylvain Lafrenière de l'ACEF du Nord de Montréal. L'ACEF qui est un organisme communautaire qui est spécialisé dans les domaines du budget, du crédit, également de la consommation. Et M. Lafrenière est conseiller budgétaire justement à l'ACEF du Nord de Montréal.
Monsieur Lafrenière, bienvenue. Merci. Bon. Consommation qui va commencer. Disons que le compteur va commencer à tourner assez rapidement. Oui, il a déjà même commencé un petit peu à compter plus vite de ce temps-là. Ah oui? Oui. Juste avant, on va parler de compteurs. Les nouveaux compteurs électroniques, est-ce que c'est un plus, d'après vos constatations, un plus ou un moins dans la consommation d'électricité? Au niveau de la consommation, ça ne devrait pas avoir d'impact. Je sais qu'il y a beaucoup de mythes, si on veut dire, ou des choses qui se disent que ça coûtait plus cher depuis. On essaie de documenter. C'est pas impossible de remarquer que ça peut arriver. Là. Les compteurs, ils ont beau être neufs, ils peuvent être défectueux. C'est comme n'importe quoi. Même quand n'importe quel bien qu'on achète, il peut avoir un citron de temps en temps, même quand c'est une bonne marque. Mais vous, personnellement, vous n'avez pas reçu Non, on a des gens, on essaie de vérifier à l'occasion. Des fois, c'est le problème qui arrive, qu'on a constaté malheureusement le plus souvent, c'est que c'est pas le nouveau compteur qui est en problème, c'est que les gens avant ça avaient des factures avec des relevés évalués, si on veut. Il faisait que les proposés d'Hydro-Québec se présentaient pas. Donc, là, après ça, ils arrivent avec un compteur qui prend la lecture et là, ça fait une surprise. Des fois. Monsieur Lafrenière, bon, consommation plus conséquente l'hiver, peut-être des fenêtres un peu moins étanches à l'air froid en particulier. Ça amène souvent des factures qui sont assez salées. Oui, c'est sûr. Il existe des trucs pour ça. Il y a, nous, on en connaît quelques-uns. Naturellement, des fois, on peut s'informer soi-même là sur Internet, quoi que ce soit. Il y a les fameux plastiques dans la fenêtre, calfeutrer certaines choses, des risques qu'on peut prendre. Ouais. Les gens qui veulent aller plus loin, il existe un programme pour les gens à ménage à faible revenu, qui est le programme Éconologie, qui est offert actuellement à Montréal. Là aussi, il est offert pas mal partout à travers le Québec, mais qui est offert à Montréal. Donc, il y a moyen d'appeler, prendre rendez-vous. Et vous avez la visite de 2 personnes. Une personne va vous donner des conseils, puis pendant ce temps-là, l'autre personne va installer des petits de calfeutrage, puis vous montrer comment le faire comme il faut. C'est un programme d'options consommateurs. Oui, exactement. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut téléphoner à options consommateurs et les renseignements. Oui, j'ai le numéro de téléphone, là, je ne sais pas si je peux vous le donner. Allez-y. Bon, c'est 514-798-0541, puis c'est le poste 401. En plus, on a en plus le poste. On est bien. Normalement, ça devrait arriver à la bonne place en écran. Donc, vous parliez de 2 programmes qui existent? Oui, c'est ça. Puis il y a un autre qui est moins connu, mais qui existe aussi. C'est, on le faisait jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est le programme Frigo. Parce qu'un autre un appareil qui utilise beaucoup l'électricité. De dépenses, c'est ça. Les frigos, les vieux frigos, ça peut être assez consommateur d'énergie aussi. Fait qu'ils ont mis en place un programme de remplacement de frigo. Qui coûte vous pouvez remplacer votre vieux frigo, qui je pense que est plus vieux que 1995, par un plus neuf, au coût de 75 ou 120 $. Encore là, il y a des critères de revenus qu'il faut respecter, fait que vous avez qu'à appeler. Puis, bon, c'est pas de ma faute, là. J'ai beaucoup consommé. J'ai une facture, ça d'épaisse. Je peux pas la quitter. Il y a toujours des modes de paiement, je pense, qui peuvent... La première étape pour essayer d'éviter l'endettement au niveau, nous, ce qu'on conseille, c'est pas pour tout le monde, mais c'est de prendre ce qu'on appelle le mode de versement égaux. Oui. C'est bon. Vous dites pas pour tout le monde, pourquoi? C'est-à-dire que des gens, des fois, c'est sûr que l'inconvénient avec les modes de versement égaux, c'est que c'est basé sur la consommation antérieure. Fait que des fois, quand on arrive dans un des problèmes que des fois on peut voir, c'est que vous arrivez dans un nouveau logement. Puis là, vous savez pas vraiment l'historique de la personne qui était avant vous, si elle consommait beaucoup d'électricité ou pas. Fait que là, vous allez avoir cet arriérage-là en arrière pendant un certain temps. Fait que des fois, il y a des périodes d'ajustement. Si vous consommez moins d'électricité que la personne avant, vous allez peut-être payer plus cher pendant un certain temps. Ça va s'ajuster éventuellement, mais ça prend des fois un délai. Fait que c'est pour ça que les gens, des fois, ils hésitent. Mais c'est sûr que nous, quand on veut planifier un budget, puis c'est plus simple d'avoir payé tout le temps la même chose à chaque mois, plutôt qu'à d'attendre les factures d'hiver qui, là, surprennent, puis là, on n'a pas l'argent pour, puis ça crée des déséquilibres. Fait que ça, c'est une première étape pour aider à équilibrer le budget. Ensuite, il existe des programmes qui peuvent arriver si, malheureusement, malgré ce qu'on a tenté, on a des dettes vis-à-vis d'Hydro-Québec. Il existe différents programmes qui peuvent exister ou des ententes qui peuvent s'apprendre avec Hydro-Québec. Il y a moyen de concilier tout ça. Je pense qu'ils sont assez ouverts aussi. Généralement, oui, surtout pour les gens à faible revenu. Pour les gens qui dépassent ça. Puis faible revenu avec Hydro, là, c'est pas juste les gens sur l'aide sociale. C'est quand même, c'est plus large que ça. Là, on est allé sur le seuil de faible revenu et même un peu plus. Donc, ça concerne quand même des gens qui peuvent gagner jusqu'à 20 000 $. Faible revenu, par curiosité, on chiffre à combien?
Là, dépendant des catégories, si on a des enfants ou pas, ça peut aller de 20 quelques mille à 25 26 000 facilement. Il nous reste quelques secondes, M. Lafrenière. Parlez-nous un petit peu de l'impact des hausses tarifaires sur les budgets des ménages. Est-ce que c'est... Bien, c'est énorme, là. Nous, on le voit. En plus, on a vu la demande d'Hydro-Québec de cette année qui est de 3,9 %. Ça se peut même que ça soit plus que ça. La Régie va entendre les audiences au mois de décembre pour application l'année prochaine. Il y a plusieurs facteurs. Nous, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Mais nous, on dénonce ça parce que, dans le fond, c'est pas vraiment les coûts d'Hydro-Québec qui justifient ça. Mais ça a un impact. Nous, on le voit dans les budgets des gens. Ça et tous les autres tarifs qui augmentent un peu partout. Monsieur Sylvain Lafrenière, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Ça passe vite, ça. Ça nous donnera l'occasion de se réinviter, d'ailleurs, pour élaborer un peu plus. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour. Le Centre communautaire multiethnique de Montréal-Nord invite les parents démunis du secteur à inscrire leurs enfants âgés de 0 à 10 ans pour le Noël des enfants, qui aura lieu le samedi 13 décembre au Centre des loisirs de Montréal-Nord. La date limite d'inscription est le 24 novembre. Le téléphone est 514-329-5044. Nouvellement arrivé dans Rosemont, le parrainage civique de l'Est de Montréal, un organisme d'intégration communautaire en santé mentale, recherche des bénévoles prêts à vivre une aventure de mixité par le biais du jumelage. Le bénévole et son jumelé se voient environ 2 fois par mois pour faire une activité sociale. Les horaires sont flexibles et il y a soutien et encadrement. Pour en savoir plus, contactez Émilie Cournoyer au 514-255-1054. Si vous aimez la lecture, que vous désirez transmettre le goût de lire à un enfant et que vous êtes disponible entre 16 et 19 heures, devenez bénévole à J'apprends avec mon enfant. Vous pourrez faire découvrir l'univers du livre à un enfant de 6 à 8 ans, référé par une école primaire de votre quartier, en allant lire avec lui à son domicile. Pour information, 514-765-7686, poste 707. L'exposition de photographie mettant en vedette le peuple cubain est présentée à l'Espace Lafontaine jusqu'au 9 novembre. Richard Geoffrion y présente sa collection de 50 portraits accompagnés de 25 textes portant un regard critique sur Cuba, la dernière dictature d'Amérique. Espace Lafontaine est situé au cœur du parc Lafontaine, près de l'étang, et c'est gratuit. L'exposition extérieure Gabi, maître du portrait du photographe Gabriel Desmarais se poursuit jusqu'au 16 novembre sur la promenade des artistes. Elle comprend plus d'une 60aine de portraits de vedettes canadiennes et internationales des années 1940 à 1980. Les œuvres sont présentées dans le quartier des spectacles en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La promenade des artistes est située à proximité de la place des Arts, le long de l'avenue Président-Kennedy et du boulevard de Maisonneuve. Le Musée des beaux-arts de Montréal offre l'entrée gratuite pour la majorité de ses collections, et ce, en tout temps. Les seules expositions payantes sont les collections temporaires. Le musée offre aussi régulièrement des visites guidées et des projections de films, toujours sans frais. Il est situé au 1380 Sherbrooke-Ouest, entre les stations de métro Peel et Guy Concordia. Pour plus de détails, téléphonez au 514-285-2000. Merci d'avoir été présent à cette édition du Bulletin, mesdames et messieurs. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site Internet tcftv.ca et nous sommes également présents sur le réseau social Facebook. À bientôt.